vous pouvez voir 5 planètes à l'œil nu. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Toutes apparaissent comme des points lumineux dans le ciel nocturne si vous savez où regarder. Même Uranus, dans des conditions parfaites, pourrait être à peine visible. Mais Neptune, vous ne la verrez jamais. Elle est trop loin, trop faible, trop distante. À une moyenne de 30 unités astronomiques du Soleil, environ 4,5 milliards de kilomètres, sa distance immense en fait la plus extérieure des 8 planètes. En fait, c'est la seule planète de notre système solaire qui a été découverte avant d'être jamais vue. Et nous l'avons à peine observée depuis. Maintenant, avec le télescope spatial James Webb, nous revoyons enfin Neptune. Pas en lumière visible, mais à travers la chaleur et le voile dans des longueurs d'onde qu'aucun œil humain ne pourrait percevoir. Et ce qu'il nous montre est étrange. Une planète plus froide que jamais enregistrée, un système d'anneaux lumineux que personne n'attendait, et des aurores qui s'étendent sur des latitudes de manière que nous ne comprenons pas. Alors, quel est vraiment cet endroit ? Que se passe-t-il sur Neptune ? Et pourquoi semble-t-elle toujours être une planète que nous ne connaissons à peine ? Au début des années 1800, les astronomes suivaient Uranus, une planète qui venait à peine de rejoindre la liste. Au fil des ans, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Elle ne se déplaçait pas exactement comme elle le devrait. Son orbite dérivait légèrement, mais de manière constante, loin de l'endroit où les lois de Newton disaient qu'elle devrait être. Au début, ils ont blâmé les données. Peut-être une erreur d'observation, peut-être les limites de leur télescope. Mais Urbain Le Verrier, un mathématicien qui n'acceptait pas l'idée que le problème venait des données, est arrivé. Il a supposé que le problème ne venait pas d'Uranus. C'était autre chose qui l'attirait, quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. Il a pris les anomalies et les petites divergences dans l'orbite d'Uranus pour inverser l'ingénierie et déterminer la position de l'objet inconnu. Pas approximativement, précisément. Il a calculé où dans le ciel cette planète devait se trouver pour que les chiffres aient du sens. Il ne savait pas à quoi elle ressemblait, il ne savait pas sa taille, juste qu'elle devait être là. Cela seul est impressionnant. Mais ce qui s'est passé ensuite a fait l'histoire. Il a envoyé ses résultats à Johann Gall, un astronome à Berlin. Gale a pointé son télescope exactement là où les maths lui indiquaient de regarder. Et cette même nuit, Neptune a été trouvée. Au premier essai, emplacement exact. Une planète découverte non par la vue, mais par les mathématiques. Cela ne s'était jamais produit avant et cela ne s'est pas reproduit depuis. Neptune est la seule planète que nous ayons jamais trouvée sans la voir d'abord. Elle s'est révélée par la gravité en tirant sur Uranus juste assez pour laisser des empreintes digitales. C'était l'indice, et cela a fonctionné. Il est aussi utile de souligner ce que cette découverte n'a pas fait. Elle n'a pas lancé une ère d'exploration de Neptune, il n'y a pas eu de campagne télescopique, pas de soudain afflux d'attention. Elle a été notée, confirmée et ensuite en grande partie ignorée pendant plus d'un siècle. Une partie du problème était la distance de Neptune. Elle est faible, elle bouge lentement, elle n'attire pas l'attention comme Saturne ou Jupiter. La seule chose qui rendait Neptune visible, c'était les maths, et les maths ne brillent pas. Quelques jours après la confirmation de Neptune, les astronomes ont trouvé sa plus grande lune, Triton. Mais même cela n'a pas déplacé l'attention. Neptune est resté en arrière-plan. Pas beaucoup de détails, pas de mission, pas de plan, juste un point confirmé à la lisière du système solaire. Nous n'avons été à Neptune qu'une seule fois. Et ce n'était pas une mission conçue uniquement pour Neptune. C'était Voyager 2 effectuant sa grande tournée des planètes extérieures. Elle a survolé Jupiter, puis Saturne, Uranus, et enfin, en 1989, elle a atteint Neptune. C'était l'arrêt final avant de partir dans l'espace interstellaire. Elle n'a pas orbité, elle n'a pas ralenti, elle a juste traversé tout droit. Mais lors de ce passage unique, elle nous a donné presque tout ce que nous savons aujourd'hui sur Neptune. Elle s'est approchée de Neptune plus près que de toute autre planète, à seulement 5000 km au-dessus des nuages. Cette approche rapprochée nous a donné nos premières vraies images de la planète. Pas juste un flou, pas juste un point, mais de vraies photos haute résolution. Et ce que ces images montraient n'était absolument pas ce que les scientifiques attendaient. Avec près de 49 000 km de diamètre, presque 4 fois celui de la Terre, Neptune s'est révélé comme un géant de glace colossal. On pensait que Neptune serait calme, froide, distante et probablement sans événements. Mais Voyager a vu du mouvement, des vents rapides, une météo active, d'immenses systèmes tourbillonnant dans l'atmosphère. C'est alors qu'il a enregistré les vents les plus rapides du système solaire, plus de 2000 km/h. Sur une planète qui reçoit à peine la lumière du Soleil, cela n'avait aucun sens. On n'est pas censé avoir autant d'énergie atmosphérique si loin du Soleil. Quelque chose d'interne devait l'alimenter. Mais même maintenant, nous ne savons pas exactement comment. Il a aussi trouvé la grande tache sombre. C'était le clou du spectacle d'une tempête massive de la taille de la Terre qui bouillonnait près de l'équateur. Un énorme vortex, presque comme la grande tache rouge de Jupiter, qui tournait dans la direction opposée à la rotation de la planète. Elle semblait permanente.
Mais quand Hubble a regardé à nouveau quelques années plus tard, elle avait disparu. C'était le premier indice que les tempêtes de Neptune ne persistent pas. Elles apparaissent, se déplacent et puis disparaissent complètement, ce qui rend la planète encore plus difficile à comprendre. Voyager a aussi confirmé la présence d'anneaux. Ils ne ressemblent pas à ceux de Saturne ou même d'Uranus. Ils sont faibles, tachetés et irréguliers. Certaines parties sont brillantes, d'autres presque invisibles. Ces arcs étranges et incomplets ne se comportent pas comme les systèmes d'anneaux normalement, et nous ne savons toujours pas ce qui les empêche de s'étendre en un cercle complet. Et puis, il y avait les lunes. Voyager en a découvert 6 nouvelles, petites et irrégulières, orbitant étroitement près de la planète. Il nous a aussi donné notre premier aperçu de Triton, mais c'est un sujet à part entière. Le champ magnétique était une autre surprise. Il n'était pas aligné avec le noyau de la planète et il n'était pas centré non plus. Il était incliné et décalé, tout comme ce que Voyager avait vu à Uranus. Cela nous dit que quelque chose d'étrange se passe à l'intérieur de Neptune. Peut-être que le champ magnétique est généré dans une couche plus haute que le noyau, ou peut-être que la structure de la planète est fondamentalement différente de ce que nous pensions. Voyager a renvoyé autant de données qu'il pouvait pendant le passage, puis il est parti. Nous n'avons rien envoyé d'autre. Toutes les images que nous avons eues depuis viennent de télescopes, la plupart d'entre elles de millions, voire des milliards de kilomètres. Donc, quand nous disons que nous n'avons visité Neptune qu'une seule fois, nous le pensons vraiment. Un vaisseau spatial, une chance, et cela fait plus de 35 ans. L'atmosphère de Neptune est plus extrême que tout ce que nous avons vu. Elle a des vents supersoniques, plus rapides que le son, plus rapides que tout sur Jupiter. Même si Neptune reçoit moins d'1 millième de la lumière du Soleil que la Terre, d'une manière ou d'une autre, elle a plus de mouvements violents dans ses nuages que toute autre planète. C'est l'énigme. D'où vient l'énergie ? Elle ne vient pas du Soleil, c'est clair. Et ce n'est pas juste la chaleur résiduelle de la formation de la planète. Uranus, qui est presque de la même taille et composition, montre à peine de la chaleur de son noyau. Mais Neptune en émet. En fait, Neptune rayonne plus du double de l'énergie qu'elle reçoit du Soleil. Cette énergie supplémentaire doit venir de l'intérieur. Mais ce qui se passe exactement sous les nuages, nous ne le savons toujours pas. Ce que nous savons, c'est que l'atmosphère de Neptune est stratifiée et instable. Il y a des nuages hauts en glace de méthane flottant au-dessus de bandes météorologiques plus profondes qui semblent changer constamment. Ce n'est pas juste en rotation, c'est en ébullition. Certaines régions sont plus brillantes, d'autres plus sombres, et vous obtenez des changements soudains d'une observation à l'autre. Même les saisons sont bizarres. Neptune a une inclinaison similaire à celle de la Terre, 28,3 degrés, donc elle connaît des saisons. Mais chacune dure environ 40 années terrestres. C'est le temps qu'il faut au Soleil pour légèrement favoriser un hémisphère sur l'autre. Cela arrive parce que Neptune met environ 165 ans à orbiter autour du Soleil. Cela signifie que nous n'avons vu qu'une orbite complète depuis sa découverte en 1846. Et même si la lumière qu'elle reçoit est incroyablement faible, la différence suffit à déclencher des changements visibles. Pendant le printemps austral actuel, l'hémisphère sud de Neptune paraît en fait plus lumineux. C'est parce que la petite hausse de température suffit à débloquer le méthane gelé piégé dans les couches inférieures, qui remonte ensuite et forme un nouveau voile dans la haute atmosphère. Pour être clair, nous parlons d'un changement de température de 10 degrés, c'est tout ce qu'il faut. Un décalage à peine perceptible selon les normes terrestres, mais sur Neptune, cela déclenche une réaction en chaîne dans la chimie et la structure des nuages. Ces dernières années, des télescopes comme Hubble et Webb ont détecté des signes que l'atmosphère de Neptune se refroidit rapidement. Au cours des dernières décennies, les températures dans la stratosphère ont chuté dramatiquement, bien plus que quiconque ne l'attendait. Personne ne sait pourquoi. Cela pourrait être un cycle saisonnier ou quelque chose de plus profond qui change à l'intérieur de la planète. Mais de toute façon, ce n'est pas cohérent avec nos modèles. Avant d'entrer dans ce que James Webb a vraiment vu, il est important de souligner que Webb n'est pas arrivé sur une scène vide. Hubble observe Neptune depuis les années 1990. Et bien qu'il n'ait pas la même résolution ou la même gamme infrarouge que Webb, c'est le seul œil constant que nous ayons eu sur la planète pendant plus de 3 décennies. Si Voyager nous a donné le premier regard, Hubble nous a donné le suivi. Sa sensibilité aux ultraviolets perce de manière unique le voile pour suivre les tempêtes faibles, une capacité qu'aucun autre observatoire ne peut égaler pour les géants de glace. L'une des premières choses que Hubble a remarqué était que les tempêtes de Neptune n'ont pas arrêté après le départ de Voyager. En 1994, il a repéré un nouveau vortex sombre dans l'hémisphère nord. Plus de tempêtes ont suivi en 2015, en 2018 et encore en 2020. Ce n'étaient pas de petites caractéristiques non plus. C'étaient des systèmes massifs et elles se comportaient de manière imprévisible. L'une d'elles a même fait quelque chose d'inhabituel. Au lieu de dériver vers l'équateur et de disparaître, elle a inversé sa direction et s'est déplacée vers le pôle. Cela a brisé la tendance attendue et laissé les chercheurs se demander ce qui se passait vraiment dans l'atmosphère de Neptune.
Comme Ken Bollinger, analyste de Voyager, s'émerveillait en 1989, chaque jour, ce que vous voyez est tout neuf, des changements qui se produisent constamment, très très vite. Pourrait naître du cisaillement entre les bandes atmosphériques, voyageant à des vitesses variables, se soutenant jusqu'à ce qu'ils s'éloignent de leur source d'énergie et s'estompent. Tout comme les petites taches sombres qui passent du sombre au clair alors que Voyager s'approchait. Il a aussi suivi les nuages brillants éphémères, des nuages hauts en méthane qui semblent s'agglutiner autour de ces tempêtes. Parfois, ils apparaissaient en avant d'un vortex en formation, d'autres fois, ils s'enroulaient autour de la tempête ou apparaissaient au bord. Ces nuages n'étaient pas stables, ils changeaient de forme, de brillance et de position en quelques jours. Ce jour de variabilité a dit aux scientifiques que l'atmosphère plus profonde, la partie que nous ne pouvons pas voir directement, changeait constamment. Puis, en 2013, Hubble a trouvé autre chose, une nouvelle lune, minuscule d'environ 34 km de large, qui orbite juste à l'extérieur du système d'anneaux. Ils l'ont appelée Hippocampe. Ce qui la rendait intéressante n'était pas seulement qu'elle était petite, mais qu'elle avait probablement été complètement manquée par Voyager, ce qui vous fait vous demander combien d'autres choses se cachent encore là-bas. Hubble a aussi affiné notre connaissance des autres lunes intérieures de Neptune, comme Naiad ou Thalassa. Leurs orbites sont inclinées et légèrement décalées, presque comme si elles tissaient autour les unes des autres dans un motif temporel pour éviter les collisions. Sans suivi continu, ce genre de mouvement aurait été presque impossible à repérer. Mais peut-être la découverte la plus importante concernait la température de Neptune, pas en surface, mais plus haut dans la stratosphère. En utilisant des mesures infrarouges pour presque 2 décennies, Hubble a trouvé que la planète se refroidissait, et pas graduellement. De 2003 à 2018, la stratosphère a chuté en température de presque 8 degrés Celsius. Puis soudainement autour de 2018, le pôle sud a commencé à se réchauffer. Ce genre d'oscillation ne s'intègre pas proprement dans le cycle saisonnier de Neptune. Les changements sont arrivés trop vite et sans cause externe claire. Cela suggère que quelque chose d'interne ou quelque chose sur la chimie de Neptune pourrait conduire ces patterns. Mais encore une fois, sans y être, nous devinons. Donc, Hubble n'a pas résolu Neptune. Il a juste rendu le mystère plus difficile à ignorer. Il a montré que Neptune ne restait pas immobile. De nouvelles lunes pouvaient encore être découvertes. La température ne suivait pas les règles. Cela a préparé le terrain pour ce qui est venu ensuite. Parce qu'au moment où Webb a enfin tourné ses miroirs vers Neptune, il ne s'agissait pas d'obtenir la première image. Il s'agissait de voir enfin à quoi ressemblaient tous ces changements sous le voile. Quand Webb a capturé Neptune pour la première fois en 2022, il nous a donné une version de la planète qui ne ressemblait en rien au monde bleu classique que les gens attendaient. Au lieu de couleur océan profond, il a montré une planète pâle, presque transparente, avec des anneaux nets et des nuages minces et brillants de glace de méthane. C'était le premier vrai regard infrarouge clair depuis Voyager 2 et cela a rappelé à tout le monde que Webb voit Neptune en chaleur et en structure, pas en couleur. Cette image de 2022 a révélé les anneaux clairement pour la première fois en plus de 3 décennies et a montré de multiples couches de nuages empilés haut au-dessus de l'atmosphère. C'était impressionnant, mais ce n'était que le premier regard de Webb. Le vrai changement est venu avec la nouvelle image publiée en 2025. Celle-ci ne montrait pas juste la structure, elle montrait Neptune qui brillait réellement. Webb a capturé des patchs lumineux de lumière infrarouge dispersés sur la planète aux latitudes moyennes, ce qui s'est immédiatement distingué parce que les aurores, sur la plupart des planètes, se forment près des pôles. Mais le champ magnétique de Neptune est incliné de presque 47 degrés, et cette inclinaison pousse les particules chargées dans des parties inattendues de l'atmosphère. Dans l'image de 2025, Webb a capturé ces régions s'illuminer. Ce n'était pas de faibles détails, la lueur était forte, claire et complètement différente de ce que nous avons vu en 2022. Aux côtés de la luminosité, les données spectrales de Webb en 2025 ont détecté de forts signaux de H3+, une molécule qui apparaît quand des particules chargées entrent en collision avec la haute atmosphère. C'est essentiellement une confirmation que la lueur que nous voyons est une activité aurorale réelle qui se produit en ce moment sur Neptune. Et cela nous donne une nouvelle façon d'étudier la température de la planète, le flux d'énergie et la manière dont son atmosphère réagit au champ magnétique. Nous avons envoyé de multiples missions sur Mars. Nous avons orbité autour de Jupiter et Saturne pendant des années. Nous avons survolé Pluton. Nous avons même largué une sonde sur Titan. Et pourtant, Neptune, cette planète massive, complexe, mystérieuse, n'a eu aucun visiteur depuis 1989. Et plus nous attendons, plus nous réalisons combien nous manquons. Chaque fois qu'un nouveau télescope comme Webb est pointé sur Neptune, nous obtenons une poignée de nouvelles questions.
Pour vraiment comprendre Neptune, nous devons y être, pas juste passer. Nous avons besoin de quelque chose en orbite qui l'observe quotidiennement, voyant comment les nuages se forment, comment les tempêtes évoluent, comment la chaleur se déplace à travers les couches. Nous avons besoin d'instruments qui peuvent mesurer son champ magnétique de près, suivre les particules dans les anneaux et peut-être même larguer une sonde dans l'atmosphère pour voir jusqu'où va la turbulence. Sous cette couche bleue voilée se trouve un monde d'eau, d'ammoniac et de glace de méthane, enveloppant un noyau rocheux écrasé par des pressions atteignant environ 700 gigapascales. C'est 7 millions de fois la pression au niveau de la mer sur Terre. En profondeur, les scientifiques pensent que le méthane pourrait se briser sous cette pression, Formant des grêlons de diamants qui tombent à travers un océan chaud et dense de carbone, brillant faiblement comme des braises dans l'obscurité. De telles conditions extrêmes, autrefois recréées seulement dans de petites expériences de laboratoire, donnent des indices sur pourquoi l'intérieur de Neptune est si actif, tandis qu'Uranus semble étrangement calme. Cette chaleur interne pourrait encore monter de la naissance violente de Neptune, gardant la planète en vie avec du mouvement, tandis qu'Uranus a été laissée plus froide et moins immobile après un impact ancien massif. Et ce n'est pas juste pour Neptune pour le bien de Neptune. Les géants de glace Neptune et Uranus représentent le type de planète le plus commun dans la galaxie. La plupart des exoplanètes que nous avons trouvées jusqu'à présent sont de taille Neptune. Si nous ne pouvons pas comprendre celle de notre propre jardin, comment sommes-nous censés comprendre les milliers que nous trouvons autour d'autres étoiles ? C'est pourquoi les scientifiques continuent de pousser pour une mission dédiée à Neptune, quelque chose comme un orbiteur amiral avec des instruments conçus spécifiquement pour le système solaire extérieur. Il y a des concepts comme la proposition Neptune Odyssey de la NASA, mais rien n'a été approuvé, pas encore. Ces missions prennent des décennies à planifier, construire et lancer, et si nous ne commençons pas bientôt, nous serons assis ici dans 30 ans, nous demandant encore à quoi ressemble vraiment cette planète. La Chine a aussi proposé une sonde Neptune, visant à possible lancement en 2033. Si cela arrive, elle pourrait soit survoler Neptune, soit entrer en orbite, nous donnant un nouveau regard sur l'atmosphère, les anneaux et le champ magnétique de la planète. Elle pourrait même découvrir ce qui alimente les aurores de Neptune ou expliquer le comportement étrange de ces arcs d'anneaux. Des découvertes qui pourraient arriver bien avant que la NASA surmonte ses défis de financement et de planification. Parce que pour l'instant, nous avons juste assez de données pour savoir que nous manquons l'image complète. Nous avons une planète avec des vents extrêmes, des tempêtes éphémères, des anneaux mystérieux, une chaleur interne qui ne s'additionne pas, une lune qui semble ne pas appartenir et une atmosphère qui change de manière que personne ne peut pleinement expliquer. Et nous continuons à regarder de l'autre côté du système solaire comme si c'était normal. S'il y a un monde qui mérite notre attention, pas parce qu'il est facile, pas parce qu'il est tape à l'œil, mais parce qu'il pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur les planètes, c'est Neptune. Donc, la question n'est pas de savoir s'il y a plus à apprendre. La question est, qu'est-ce que nous attendons encore ?